Chers amis, en plein confinement du coronavirus, j'aimerais poursuivre cette playlist sur la chirurgie maculaire en abordant maintenant le problème du trou maculaire et de sa chirurgie. Et comme je l'ai fait pour les membranes épirétiniennes et les édèmes maculaires, j'aimerais commencer par des considérations physiopathogéniques en posant cette question: pourquoi fait-on un trou maculaire? Qu'est-ce qui provoque cette maladie? Alors, je vous entends d'ici me dire: Didier, tu cherches vraiment la bagarre. En niant les évidences, les origines sont bien connues. Tout le monde est d'accord pour confirmer les théories de Gass et pour dire que le trou maculaire est provoqué par des tractions, ou plus exactement des contractions vitréennes à la surface de la rétine. Mais à cela, je vous répondrai que pour qu'un théorème soit exact, il faut qu'aucun contre-exemple ne puisse l'infirmer. Et dans le cas présent, comment peut-on penser que les tractions vitréennes puissent initier un trou maculaire quand on a tant d'exemples de trous maculaires qui surviennent en l'absence de cortex vitréen ou après ablation de la hyaloïde postérieure? Vous voulez des exemples? Premièrement, les trous maculaires stade 1 qui évoluent vers des trous maculaires constitués. Le premier à opérer les trous maculaires stade 1 fut Ron Michaels, qui enlevait le cortex vitréen maculaire et, malgré l'ablation de la hyaloïde, dans 20% des cas, le trou maculaire continuait à évoluer vers les stades ultérieurs. Et de Bustros, 6 ans après, publia une étude montrant que l'ablation de la hyaloïde ne changeait pas grand-chose à l'évolution vers des trous constitués, infirmant donc l'idée que le trou maculaire était dû à une traction vitréenne. La seule chose qui semble stopper l'évolution du trou maculaire stade 1 vers des trous de pleine épaisseur était l'ablation de la limitante interne que j'ai présentée en 2002 à la SRS à New York. Le deuxième exemple, en dehors du trou maculaire stade 1 bien sûr, un trou maculaire peut survenir après ablation de la hyaloïde postérieure, que ce soit après vitrectomie pour décollement de rétine ou pour rétinopathie diabétique tractionnelle. Troisième exemple, un trou maculaire peut même survenir après ablation de membrane épirétinienne et ablation de limitante interne. Mariano Siroz, dans une étude qu'il avait faite en 1998 sur les membranes épirétiniennes que j'avais pu opérer, avait contrôlé 681 cas avec un délai post-opératoire moyen de 45 mois et avait recensé 4 cas de trous maculaires post-op. Alors, à une époque où les colorants n'existaient pas, je veux bien accepter, même en tant qu'inventeur du concept, que je n'ai pas enlevé parfaitement la limitante interne sur tout le postérieur, mais je suis sûr d'avoir au moins enlevé correctement toute la hyaloïde maculaire. Enfin, dernier exemple, comment expliquer les 10% de récidives à long terme que Godric et Massin publient, avec même 4 cas qui ont fait une récidive de récidive. Vous voyez bien que tout ça ne tient pas debout. Et même s'il n'y avait qu'un seul exemple, cela invaliderait la théorie. Le trou maculaire ne peut pas être initié par une traction vitréenne. Alors, il est bien possible que tout le monde entier confonde, là encore, la cause et la conséquence physique de cette cause. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit à la fin du chapitre 1 de l'œdème maculaire pour les syndromes de traction vitréo-maculaire.
Ils sont probablement dus à l'ischémie rétinienne qui, entraînant une prolifération astrocytaire qui pénètre dans les fibres hyaloïdiennes, va être à l'origine d'une adhérence entre ces deux structures et, lors de la création du DPV, d'une traction vitréomaculaire. Mais l'origine, c'est l'ischémie et la conséquence, c'est la traction. Mais revenons à notre trou maculaire. Par quoi peut-il être causé? Que sait-on sur le trou maculaire? Tout d'abord, des données anapathes. On sait depuis Madreperla, en 1995, que les opercules des stades 3 sont composés uniquement d'astrocytes et de pieds des cellules de Muller, comme dans les membranes. Et ceci est confirmé 2 ans plus tard par Ezra. Or, vous le savez maintenant, les astrocytes se multiplient en cas d'ischémie, c'est-à-dire que là encore, il doit y avoir une ischémie à l'origine de la maladie. Cela ne peut pas être dû à une traction vitréenne qui, tout au plus, pourrait entraîner une stimulation de l'EGFR et une gliose mullérienne, mais en aucun cas une gliose astrocytaire. L'OCT angiographie nous apporte d'autres informations intéressantes en nous montrant qu'il existe dans le trou maculaire une diminution de l'épaisseur choroïdienne et une diminution du flux choroïdien, contrairement à ce qui se passe dans une ischémie rétinienne, comme par exemple dans l'occlusion veineuse où la choroïde tente de suppléer l'hypoxie et s'épaissit. Cela est très intéressant d'imaginer que, comme dans la DMLA, il y ait une ischémie choroïdienne parce que ça nous permettrait de comprendre beaucoup de choses. Tout d'abord, la pathogénie des 2 autres cas cliniques très spécifiques de trou maculaire en dehors du trou maculaire dit sénile. Le trou maculaire du myope fort qui survient sur des malades souvent plus jeunes mais qui est marqué par un amincissement choroïdien, comme c'est le cas aussi dans les taches de Fuchs, là encore, similitude avec l'ADMLA. Et le trou maculaire traumatique, qui survient après contusion, dont on peut imaginer qu'elle est entraînée des désordres vasculaires du pôle postérieur par atteinte, par attrition des artères ciliaires postérieures. Cela nous permettrait de comprendre aussi pourquoi on voit souvent une prolifération astrocytaire à la surface de la rétine dans le trou maculaire, prolifération qui serait secondaire à l'ischémie choroïdienne ou secondaire à une ischémie rétinienne associée. Chose intéressante, les auteurs qui ont étudié la choroïde en OCT angiographie se divisent en 2 groupes. Un premier groupe ne trouve pas de diminution d'épaisseur choroïdienne, tandis qu'un deuxième groupe en trouve de façon statistiquement significative. En fait, le premier groupe compare les données de l'œil atteint avec celles de l'œil à Delphes, tandis que le deuxième groupe trouve que la diminution d'épaisseur et de flux vasculaire choroïdien sont identiques sur les 2 yeux, mais sont statistiquement réduits par rapport aux yeux témoins. Cela explique le taux important de bilatéralisation, tout comme dans la DMLA. On voit donc qu'on peut se fier à ces derniers auteurs dont la méthodologie est plus précise que celle utilisée par le premier groupe, et on peut constater que tous ces auteurs attribuent aux troubles de perfusion choroïdienne un rôle dans la pathogénie du trou maculaire. Ainsi, si l'ischémie rétinienne est à l'origine des membranes épirétiniennes avec toutes ses variantes en fonction du statut hyaloïdien, y compris le syndrome de traction vitréomaculaire, eh bien l'ischémie choroïdienne serait à l'origine du trou maculaire et le statut hyaloïdien n'interviendrait que pour la forme clinique du trou. Mais pourquoi ces troubles ischémiques choroïdiens à l'origine du trou maculaire et de la DMLA
se produisent-ils au niveau de la macula? Alors, bien sûr, la première chose qui vient à l'esprit est cette spéciale fragilité maculaire liée aux énormes besoins en débit sanguin pour son fonctionnement. J'ai montré en 1985 à la SFO, grâce à un microdoppler pulsé doté d'un guide hélium-néon permettant de mesurer de façon sélective le flux des artères postérieures courtes rétromaculaires, que le passage de l'obscurité à la lumière s'accompagnait au niveau des artères ciliaires postérieures courtes rétromaculaires d'un débit sanguin 5 à 7 fois supérieur. Mais la choroïde, qui reçoit 80% du sang du globe oculaire, doit pouvoir s'adapter à ces demandes spécifiques. Il doit y avoir une autre raison. Dans le cerveau, les ischémies se font préférentiellement au niveau des zones de partage des os, c'est-à-dire des zones séparant deux systèmes artériels voisins. La vulnérabilité vasculaire de la macula s'expliquerait-elle par l'existence de zones de partage des os? Y a-t-il des zones de partage des os au niveau de la macula? Avant 1979, on considérait que les artères ciliaires postérieures rentraient pêle-mêle derrière la macula et se distribuaient au passage à la choriocapillaire maculaire, donc sans zone de partage des os. Mais Zorro est arrivé. En 1979, à la fin de mon internat, j'ai découvert durant ma thèse, je dis découvert parce que personne ne l'avait trouvé avant moi, que de chaque côté du nerf optique, les artères ciliaires postérieures courtes étaient divisées en fait en deux groupes bien distincts. Et c'est l'une des rares constantes que j'ai pu individualiser dans toute la systématisation vasculaire de la choroïde. Un premier groupe de 5 à 6 artères, que j'ai appelé artères ciliaires paraoptiques, rentre le long du nerf optique et vascularise une portion de choroïde semblable à celle du retard angiographique précoce, s'étendant jusqu'à la macula. Le deuxième groupe, les artères ciliaires distales, parmi lesquelles on trouve l'artère ciliaire postérieure longue, rentre du côté temporal derrière la macula et s'étale de façon centrifuge en éventail. Elles sont plus grosses et plus nombreuses que les artères paraoptiques, dont elles sont séparées par une sorte de vallée silencieuse. J'ai donc fait des cathétérismes de ces troncs paraoptiques et distaux pour les injecter avec des couleurs différentes. Ici, le tronc paraoptique en blanc et le tronc distal en noir. Et vous voyez bien que la zone de partage des os séparant ces deux groupes d'artères passe par la macula. Cette thèse a reçu le prix Chibret, c'est-à-dire le prix de la meilleure thèse de l'année, et tout a été publié. Cette découverte confirme bien cette hypothèse qu'il existe au niveau maculaire une zone de partage des os et donc que le trou maculaire pourrait être dû à une ischémie choroïdienne au niveau de la macula. Mais y a-t-il d'autres zones de partage des os au niveau choroïdien? Eh bien oui, car la choroïde est alimentée par deux systèmes artériels différents, les artères ciliaires postérieures en arrière et les artères ciliaires antérieures qui forment le grand cercle artériel de l'iris où confluent les artères ciliaires postérieures longues et qui donnent naissance aux artères ciliaires antérieures récurrentes qui vont venir d'avant en arrière et se trouver au niveau de l'équateur face aux artères ciliaires postérieures courtes. Alors parfois, il y aura anastomose entre ces deux systèmes différents. C'est ce que vous voyez dans cet exemple pris à deux grossissements différents, où la flèche rouge désigne une artère ciliaire antérieure récurrente et la flèche noire une artère ciliaire postérieure courte.
À fort grossissement, on voit bien l'anastomose à plein canal. Mais la plupart du temps, ce type d'anastomose n'est pas visible et l'on peut alors trouver au niveau de l'équateur une zone de partage des eaux. Pourquoi est-ce intéressant? Parce que où trouve-t-on des trous en dehors de la macula? À l'équateur, au niveau des zones de dégénérescence palissadique, et je suis sûr que si l'on arrivait à faire des OCT en géographie au niveau des palissades, on trouverait un amincissement choroïdien correspondant à l'amincissement rétinien. Et bizarrement, ces vaisseaux blancs hyalinisés des palissades ressemblent à s'y méprendre à ce qu'Yvette avait identifié en microscopie électronique à balayage sur une limitante interne de trous maculaires publiée dans le rapport de Jean Haut en 1996. Elle avait observé ce qu'elle avait appelé des cordes évoquant des vaisseaux. Dans les années 2013 ou 2014, j'ai entendu dans un congrès international un opérateur signalant avoir individualisé sur les bords d'un trou maculaire un petit filament blanc ressemblant à un vaisseau fibrosé. Je n'ai pas retrouvé le nom de cet opérateur. Mais si l'on va un peu plus loin dans les réflexions, pourquoi, comme par hasard, les déchirures se font sur le bord postérieur des palissades? Voici une explication. On est à l'équateur, au point de rencontre des deux systèmes artériels opposés. Pour une raison X, la circulation dans une artériole se bloque. Comme il n'y a pas d'anastomose, la choroïde ne nourrit plus la rétine qui s'amincit et souffre d'hypoxie. Par réaction à l'hypoxie, comme nous l'avons vu dans le chapitre sur l'œdème, une prolifération astrocytaire va donc se produire au niveau de la limitante interne, va traverser la limitante interne et va rentrer dans les fibres hyaloïdiennes. Et quand le DPV va survenir, que croyez-vous qu'il va se produire? Une déchirure sur une rétine amincie. Et si l'on termine en ajoutant que l'autre forme de dégénérescence liée à l'âge, la DPLA, se produit justement à l'équateur, vous voyez bien que tout ça tourne bien ensemble et confirme l'hypothèse que la macula et l'équateur présentent une similarité dans les affections qui les atteignent, liées à une ischémie choroïdienne au niveau des zones de partage des os. Il y a même des publications montrant des associations entre le trou maculaire et des lésions périphériques telles que palissades, trous rétiniens et déchirures rétiniennes. Vous voyez donc, mes chers amis, que beaucoup d'arguments plaident en faveur d'une ischémie choroïdienne à l'origine de la survenue du trou maculaire. Cette ischémie peut être liée à des désordres vasculaires consécutifs à une contusion, à un appauvrissement choroïdien dans le cadre d'une myopie forte ou à un problème circulatoire lié à l'âge au niveau de la zone de partage des os maculaires. Les tractions secondaires tirant sur les bords de la fovea comme sur le col d'un pullover peuvent être dues à la gliose astrocytaire, réactionnelle, ou à des vaisseaux thrombosés, ou à d'autres mécanismes aujourd'hui inconnus, consécutifs à cette ischémie. Comme vous le voyez, vous avez encore beaucoup de choses à découvrir. Dans le prochain chapitre, nous allons parler du traitement chirurgical du trou maculaire. À bientôt.